Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un retour sur le concept de température qu'on a vu en classe dans le but de nous préparer pour l'examen du chapitre 1. Première chose qu'on a vue au niveau de la température, c'est la définition. La définition de la température, c'est la mesure du degré d'agitation des particules qui composent un corps. Si on simplifie un peu comme on a vu en classe, on parle de vitesse de déplacement des particules. Tout se passe au niveau des particules. La température, c'est juste une mesure qui nous aide à savoir est-ce que les particules bougent vite ou pas. Normalement, dans un solide, la vitesse est lente, tandis que dans un gaz, la vitesse est rapide. C'est ce qui nous permet de faire la distinction entre les différents états de la matière. Dans le cas du liquide, on aurait une vitesse qui est moyenne. Donc, mes particules vont changer de vitesse et c'est la température qui va me donner cette indication-là. Les instruments de mesure. L'instrument de mesure qu'on va utiliser pour la température, c'est le thermomètre. Le thermomètre, normalement à alcool. On va utiliser ça pour mesurer la température. Il va être gradué, nous, dans ce qu'on va utiliser généralement en degrés Celsius. Et il y a deux valeurs essentielles à retenir pour l'examen, puis pour votre vie en général. C'est la température de fusion de l'eau, qui est 0 degrés Celsius, et la température d'ébullition de l'eau, qui est 100 degrés Celsius. Quand on parle de température, on a un synonyme, on peut parler de point ou de température. C'est la même chose. Température de fusion, c'est la température à laquelle l'eau passe de solide à liquide. Même chose pour le point d'ébullition. On peut utiliser aussi le mot vaporisation. Alors, le point de vaporisation ou la température de vaporisation de l'eau, c'est la température à laquelle, 100 degrés, le liquide, l'eau liquide, devient un gaz. C'est aussi les endroits où on voit des plateaux sur les diagrammes de changement de phase. Il existe d'autres unités qu'on peut utiliser pour la température. Il y a le Fahrenheit, qui est une unité anglaise. Au Québec, on va s'en servir surtout au niveau des fours, pour la cuisine, pour les piscines, ainsi que pour les spas. Ces températures-là sont assez élevées par rapport au degré Celsius. Comme par exemple, votre piscine pourrait avoir une température de 80 degrés Fahrenheit. Si 80 degrés Fahrenheit, ça tourne autour de 28 degrés Celsius. Si c'était 80 degrés Celsius, ça serait beaucoup trop chaud. Ça serait même brûlant. Température équivalente, point de fusion de l'eau 32 Fahrenheit, point d'ébullition de l'eau 212. Remarquez qu'il n'y a pas une différence de 100 degrés entre les deux. C'est pas une échelle qui respecte, dans le fond, le même échelon que celle des Celsius. On se rappelle que le 0 Fahrenheit provient du fait que le médecin, M. Fahrenheit, était un chirurgien et lui, il devait empêcher ses patients d'avoir de la douleur en les refroidissant. La température la plus froide qu'il pouvait faire dans son hôpital, c'était, il a appelé ça 0, et c'était la température de la glace plus le sel. Température qui est la plus froide qu'on peut avoir sans utiliser de frigidaire ou congélateur. Une température qui oscille autour de moins 25 degrés Celsius. Et c'est à cause de ça qu'on dit que quand tu te fais faire une opération, on dit que tu vas te geler. On va geler ta blessure pour pas que ça fasse mal. C'est là que ça vient, le terme geler. Et il y a l'autre unité, on peut avoir aussi le Kelvin. Le Kelvin, c'est une unité qu'on utilise dans les niveaux plus avancés, secondaire 4 en montant, où est-ce qu'on va mesurer la température. Le gros avantage des Kelvins, c'est qu'il n'y a pas de température négative. La température la plus froide, c'est 0, ou 0 K, et c'est ce qu'on appelle le zéro absolu, une température de moins 273,15 degrés Celsius. À cette température-là, la vitesse des particules est égale à 0. Ça ne bouge plus. On ne l'a jamais atteint en laboratoire, cependant on s'y est approché assez près, à moins 272 environ. Et le point d'ébullition de l'eau va être de 373,15. Fait que lui, il y a vraiment une différence de 100 par rapport au point de fusion de l'eau.
le point de fusion d'eau qui serait égal à 273,15 Kelvin. Ça, ce serait pour la fusion de l'eau. Fait qu'il y a vraiment, vous remarquez là, une différence de 100 degrés entre les deux. Autre chose qu'on a vu en classe, on a fait la différence entre la chaleur et la température. La chaleur et la température, c'est pas la même chose. La température, c'est une question de vitesse des particules, tandis que la chaleur, c'est une quantité d'énergie. C'est une quantité d'énergie qu'on va retrouver dans les particules ou qu'on va transférer à des particules. Fait que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est relié. Quand on chauffe une substance, la température augmente. Fait que si vous mettez un plat d'eau sur votre rond de poêle, bien, si vous le chauffez, la température de l'eau va monter. C'est ce qui explique que quand je donne de l'énergie, si je donne de l'énergie, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ma température augmente. Et si ma température augmente, ça veut dire que la vitesse des particules augmente aussi. Donc, tout est lié. Donc, la vitesse augmente, puis, dans le fond, en donnant de l'énergie. Mais à ne pas faire la distinction entre les deux. Quand on dit qu'il fait chaud dehors, on parle plutôt de la température. On dit que la température de l'air est élevée. Dernier point, dilatation thermique. On a parlé de dilatation thermique. Une dilatation thermique, c'est quand la matière prend de l'expansion à cause de la température. Fait que si on se fait juste un petit dessin de particules, j'ai des particules dans un contenant. Si j'augmente la température, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils vont avoir plus de mouvement, ils vont bouger plus vite. S'ils bougent plus vite, ils vont occuper plus de place. Alors, le volume ou la taille de l'objet va grandir. On va s'en rendre compte souvent avec les ballons. Une ballonne, c'est un bon exemple. Si vous prenez une ballonne, puis vous la mettez près d'une source de chaleur, que ce soit un four ou à l'extérieur, près d'un feu, vous allez voir la ballonne, elle va augmenter au niveau du volume. Fait que ma ballonne va avoir tendance à augmenter. Les particules vont vouloir pousser sur la paroi. Elle va prendre de l'expansion jusqu'à temps que le caoutchouc lâche, puis elle éclate. Même principe à l'inverse. Si je fais l'opération contraire, on appelle ça une contraction thermique. La contraction thermique, elle, c'est l'effet inverse, c'est que mes particules, je les refroidis, donc j'enlève de l'énergie, elles vont avoir tendance à se rapprocher les unes des autres et perdre du volume ou perdre de la taille. On pouvait faire l'expérience avec une ballonne à la maison, mettez-la au congélateur, vous allez voir qu'après quelques minutes, là, elle va avoir perdu un peu au niveau du volume. Elle va être plus petite, un petit peu plus ratatinée. Ça, c'est ce qu'on appelle la contraction thermique. Ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas empêcher. Ça se fait normalement. Ça se fait tellement normalement qu'on n'a pas le choix d'adapter les pompes. Parce que les pompes, c'est des structures en acier. L'acier a une contraction puis une dilatation thermique qui est assez importante. Donc, sur un pont, quand vous circulez sur un pont en voiture, vous remarquez qu'à toutes les quelques mètres, là, vous entendez un cloc, cloc, cloc sur votre voiture. Ben, c'est quoi? C'est que vous frappez ce qu'on appelle un joint de dilatation thermique, ce qui veut dire que l'été, il y a de la place au pont pour prendre de l'expansion, ce qui veut dire qu'il peut prendre de l'espace, fait qu'il ne se tord pas. Et l'hiver, il peut se contracter, puis il diminue pas sa taille. Parce qu'un pont qui diminue sa taille, généralement, là, c'est pas bon signe pour les gens qui sont dessus. Fait que ça permet au pont de s'adapter aux différentes conditions de température extérieure. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a vu au niveau de la température en classe. Je vous conseille de relire vos notes de cours pour vous préparer à l'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou me les envoyer par courriel. Merci beaucoup!